avec le soutien de Sidi Eli, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Chers amis, bonjour. Nous sommes sur Radio Ma'arif, toujours avec l'homme qu'on ne présente pas, Rida Allali, pour nous parler podcast El Muntakhab, l'histoire de l'équipe nationale. Qui, je rappelle, l'équipe nationale qui a fait cette grande performance de la première équipe africaine qui atteint les demi-finales, était à 2 doigts de passer en finale, voire même avoir la Coupe du Monde, mais on ne refait pas l'histoire. La semaine passée, on a parlé un petit peu de cette histoire de début de l'équipe nationale. C'est la Coupe du Monde 1962, il a joué les éliminatoires avec une équipe européenne qui était l'Espagne, c'est passé de très peu. Et ensuite, le boycott de la Coupe de 1966 en Angleterre, où il n'y a aucune équipe africaine qui a accepté de participer à cause de cette demi-place de strapontin qu'on nous a donné. Et tout le monde, personne n'était content. Et puis, l'arrivée en Mexique 1970. Rida Allali, bonjour. Bonjour. Mais dis-moi qui était présent avec l'équipe marocaine qui est arrivée enfin par une qualification pour la première fois en 1970, qui était qualifiée parmi les équipes au Mexique. Ben écoute, déjà dans notre groupe, il y a l'Allemagne, RFA, parce que c'est l'Allemagne de l'Ouest, vu qu'il y a une Allemagne de l'Est aussi. Oui, il y avait à l'époque l'Allemagne de l'Est et de l'Est encore. Il y a la Bulgarie, et il y a une équipe très importante qui s'appelle le Pérou. Ça, c'est dans notre groupe. C'est dans notre groupe. D'accord. Pérou qui a un certain joueur qui s'appelle Kubillas, qui est apparemment une star de l'époque. Cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde du Brésil. Ne l'oublions pas, c'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Pelé, c'est sa 3e Coupe du Monde, c'est une très belle Coupe du Monde. D'ailleurs, le Maroc a brillé que dans les belles Coupes du Monde. Le Maroc a brillé en 70 dans celle que Pelé a gagnée, en 86 dans celle que Maradona a gagnée, et en 2022 dans celle que Messi a gagnée. C'est-à-dire que nos performances, je sais pas, sont associées à des icônes. Exactement. On n'a rien fait de brillant quand, par exemple, Brehme a gagné une finale sur penalty avec la RFA. On n'a rien fait du tout de spécial. Ce qu'on a fait de spécial, c'était... Donc 70, c'est une énorme équipe d'Italie, une énorme équipe d'Allemagne, celle qu'on a en face de nous en RFA en premier tour, et c'est le premier match qu'on a. Ce premier match, c'est un Maroc-RFA. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est que la RFA. Il y a combien d'équipes à l'époque? Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde? C'est une Coupe du Monde à 16 équipes, 4 groupes de 4. C'est confidentiel, hein. Déjà y arriver. C'est le club des VIP, là. Ouais, c'est le club des VIP. Ouais. En Europe, les Européens sont l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Roumanie, l'Union soviétique, Bulgarie, Suède, Belgique et Tchécoslovaquie. Voilà, tu as des Américains comme les Mexicains, Salvador, Brésil, Uruguay, Pérou, Maroc, pour l'Afrique, Maroc, pour l'Afrique. Toute seule. Pour l'Asie? Pour l'Asie, Asie-Océanie, mon ami, parce qu'ils ont un barrage aussi. Ils ont pas réussi. Israël. Qui était qualifié? Oui, monsieur. D'accord. Donc voilà, on a la RFA pour le premier match. Alors il y a un détail qui est très important, que je ne t'ai pas encore signalé, c'est que M. Cluzot, qui est le monsieur foot du Maroc, entraîneur de l'équipe nationale, entraîneur des phares, véritable courroie de transmission entre les instructions, qui a une qualité extraordinaire, c'est qu'il sait parfaitement gérer les instructions de Hassan II, y compris parfois en lui tenant tête. Oui, parce que s'il est mincé, on ne pouvait pas lui refuser. Oui, mais lui sait le faire, il sait filtrer. Cluzot, Hassan II l'adore. D'accord. Voilà. Parce que les résultats sont là, les phares. Oui, et puis il amène Hamman et Randy. Voilà. Sauf que Cluzot ne va pas au Mexique. Ah. Cluzot ne va pas au Mexique parce que Cluzot a des problèmes de santé. Le vol, à l'époque, c'est. Il y a des grosses contre-indications. Je ne sais pas si c'est un problème cardiaque, je ne sais pas. En tout cas, il est décédé, ce monsieur. Et qui coach l'équipe nationale alors? Un certain Vidinic. Alors, mon ami, il faut que tu connaisses qui est Vidinic. Non. Alors, déjà, Vidinic, c'est un ancien gardien de but yougoslave. C'est un grand homme, physiquement, qui fume beaucoup sur le banc de touche, dans une autre période, et qui, en gros, n'a pas la main sur l'équipe comme l'avait Cluzot. Alors Vidinic, je veux quand même... tu sais, il y a des personnages, parfois, tu tombes sur eux. Ça va être très important, l'absence de Cluzot. Ça va avoir des conséquences, en particulier sur la discipline de l'équipe. Ça va avoir des conséquences sur le groupe, comment il va gérer cette compétition. Voilà. Entre un coach un peu père, un peu qui s'intéresse à... Voilà. Alors Vidinic, c'est quand même un personnage assez incroyable, parce que, juste, c'est un bonus dans le podcast, parce que, figure-toi qu'en 1974, Vidinic est coach du Zaïre, qui a éliminé le Maroc. Ah, on va se retrouver 4 ans plus tard. Voilà. Ouh là là. Et le grand copain de Vidinic s'appelle M. Dassler. M. Dassler, c'est le boss d'Adidas. D'accord. Voilà, donc tu suis. C'est d'ailleurs pour ça que le Maroc est en Adidas dans cette première Coupe du Monde 70. Parce que Vidinic est le pote du patron d'Adidas. Tu suis. Mais en 74, M. Stanley Rousse, le fameux anglais est dégommé par João Havelange. Et c'est la tiers-mondisation du foot. Ah, c'est Havelange qui va faire sa campagne. Brésilien. Voilà, l'ancien nageur, qui va faire sa campagne sur le foot appartient à tout le monde, sur le boycott de l'Afrique du Sud
alors que de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Non, de l'Afrique d'abord, de la Coupe du Monde, ensuite l'Afrique du Sud. Non, Avalanche va demander à ce qu'on exclue l'Afrique du Sud, alors que à cause de l'apartheid. À cause de l'apartheid. Donc il a un discours très tiers-mondiste. Il a compris que le nombre de voix qu'il y a dans le monde entier permet à l'Angleterre d'être peut-être très riche, très important dans le foot, mais pouvoir être renversé par une puissance comme le Brésil avec des alliances subtiles. Et donc Avalanche est élu à cette Coupe du Monde 74. D'accord. Et que fait notre ami Vidinic? Il présente Avalanche à son copain d'Adidas. Et c'est cette alliance-là entre Adidas Vidinic et Avalanche qui va créer énormément de turpitude de la FIFA. Voilà, Avalanche plus Adidas, c'est pas moi qui le dis, c'est dans toutes les enquêtes, il y a des trucs sur Netflix là-dessus, qui disent très bien ça, va créer une boîte de gestion des droits télé, des matchs, beaucoup de corruption. Je ne vais pas en rien. Par contre, c'est donc Vidinic qui a fait le lien. Et Vidinic, où est-ce qu'il termine sa carrière? Chez Adidas. Et pour terminer, la fille de Vidinic fait partie des condamnés du scandale de la FIFA récent. Voilà. Donc c'est assez incroyable le personnage. C'est ce monsieur qui coach donc l'équipe. C'est ce monsieur qui coach l'équipe nationale, exactement. Pour gérer un petit peu. Exactement. Mais il n'a pas fait tout ça. Hein. Donc c'est fou. Quand on sait ce qu'a donné cette alliance entre Adidas et la FIFA, on se dit que le bonhomme qui a mieux laissé. Qui était derrière, voilà. Passé par là. Vidinic, c'est un personnage incroyable. Hein. C'est un personnage qui a joué en l'ancêtre de la MLS, qui a joué aux États-Unis. Et on l'appelait le Rock de Gibraltar, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bref, il est sur notre banc de touche et on rentre comme ça contre. Premier match. Contre la RFA. Alors je vais vous donner la date. Les Marocains sont tous devant leur télé. Hein. Ils sont en maillot rouge avec petit liseré vert et short blanc, ce que personne ne voit vu que tout le monde a du noir et blanc, donc c'est du gris. Ouais. C'est du gris et du blanc. La majorité des Marocains d'ailleurs ne sont même pas devant la télé. Surtout, hein, la télé n'était pas partout. Voilà, c'est la radio. C'est la radio. C'est la radio, voilà. Exactement. C'est la radio qu'il va jouer. Voilà. Et le miracle se passe à la 21e minute, je pense. C'est le 21e minute. Pourquoi le miracle? Parce que la terre tremble au Maroc. Donc à ce moment-là, secousse provoquée par le but de Humman au Mexique. Voilà. Humman ouvre la marque contre la RFA et c'est la folie. C'est une folie furieuse qui s'empare personne n'attendait ça. Personne n'attendait à une ouverture du score. Personne n'imaginait que la RFA puisse être dominée par les Marocains. Humman, comment il marque? Il marque par... c'est un cafouillage, hein, c'est entre Sepp Maier, j'ai oublié de présenter l'Allemagne. L'Allemagne, c'est Maier dans les buts, Beckenbauer derrière, Gerd Müller devant. Bon, je veux dire, c'est déjà des pointures. Uwe Seeler, voilà, c'est les gens qui vont gagner la Coupe du Monde 74. C'est l'Allemagne, la vraie Allemagne, le fantasme des Marocains. Le fantasme qui va devenir encore plus évident dans les années 80 quand on va avoir, nous, au Maroc, la Bundesliga à la télé. Moi, j'ai grandi avec la Bundesliga à la télé. La Bundesliga, c'est les commentaires en arabe par un Allemand. Donc déjà, pour nous, c'était les seuls Européens qui parlaient arabe. Ils sont pas comme nous. Voilà, ils parlaient arabe avec l'accent allemand. L'accent allemand. Ouais, c'était Klaus Augenthaler, et à ce jour, les commentateurs imitent ce bonhomme-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, j'aimerais bien avoir son nom, mais je peux te garantir qu'il a formé notre audio de foot. Notre mémoire auditive au point de... Pour nous, les Allemands, c'était des gens beaucoup plus forts que nous. On avait Pourquoi? Parce que déjà, les matchs de la Bundesliga, ils faisaient 1 heure, ils faisaient pas 1h30, donc ils étaient plus rapides, ils étaient plus denses. Le bonhomme les faisait monter avec ses boum kumcha, je sais pas, Rainer Bonhoff, Borussia Mönchengladbach, c'est des trucs incroyables. C'est ces gars-là qu'on a devant nous. Un type comme Marlofe, par exemple, défenseur, qui s'était mis une moustache pour se vieillir, était un jeune. Il me raconte qu'il était au marquage de Gerd Müller. Gerd Müller était un peu surpris par le niveau du gamin qu'il avait en face de lui. Vraiment, il y avait toujours ce côté un peu surpris de voir cette équipe du Maroc qui mène au score. À la mi-temps, c'est très important à dire, à la mi-temps... Jusqu'à la mi-temps, ce score 1-0. 1-0. Il n'y a pas de grand discours. Vidinic la ferme. Parce que Ntifi, le patron de la fédération, lui demande de se taire. Ça ne sert à rien de parler. Les gars savent ce qu'ils ont à faire, il faut qu'ils récupèrent. Pourquoi il faut qu'ils récupèrent? On n'a pas de grand discours galvanisateur, le truc des vestiaires de l'enfer du dimanche, chaque centimètre, tout. Non, mais on se calme. Pourquoi? Parce que c'est que la deuxième mi-temps va être très dure. Parce que les Allemands, tu sais, Nahel. Et effectivement, au bout d'une demi-heure, c'est Gerd Müller et Uwe Seeler qui marquent, et le score est de 2-1 à la fin du match. Le score est de 2-1 à la fin du match parce que c'est une explosion qui est plus physique que technique quand tu regardes le match. Elle a été très bon jusqu'à la dernière demi-heure, mais il y a une vraie baisse de... N'oublions pas qu'on est dans un foot où il n'y a pas de remplaçant, je pense, ou peut-être un remplaçant, je pense qu'il n'y a pas de remplaçant, et que certains des joueurs marocains sont des amateurs. Marlofe, c'est un bachelier qui a passé son bac philo, qui a eu son option. Qui jouait en Europe à l'époque dans cette équipe? Je ne pense pas, non, je vais vérifier, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Laisse-moi vérifier. Donc c'est que des amateurs, hein, oui, non. Alors attention au statut amateur. Et les gars des phares, en vérité,
ont un mode de vie qui relève du professionnalisme. Ce sont des gens qui font que ça, qui se réveillent, qui ont accès à des bons équipements, qui ont accès à des bons formateurs. Mais c'est pas, il y en a d'autres, quoi. Il y a des gars du Raja, des gars du Jdida. Mais je vais te donner des gars du TAS. Je vais te donner la composition. Voilà, j'ai Marlofi de Jdida, Rendi de Bemous Erzouani, des Far, de Han, de Sidi Qasem. Mohamed Choukri, le fameux Picho, du Raja. Il y était en 70 aussi. Oui, mais il n'a pas joué. Ahmed Faras, pareil. Faras également. Oui, de Chabab Mohamedia, tout jeune, il fait des petites apparitions. C'est les débuts. Filali Doujda, qui je crois est un pompier, si ma mémoire est bonne. Ahmed Alaoui, de la Renaissance de Stade. Hamid Hezzez, remplaçant de Hellel dans les buts, le Fessi, qui va devenir éditeur, là, très gentil bonhomme, etc., etc. On peut parler de Boujma, du CAC, de Moulay, de Mghreb el Fessi, de Qasim Slimani de Stade. Voilà les joueurs qui sont là. Tu vois, y a pas, tous issus du championnat, en fait. Tous issus du championnat, qui finissent ce match en ayant perdu 2-1, mais qui ont l'impression d'avoir obtenu une grande victoire, parce que le benchmark n'existe pas. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils valent. Les gens n'ont pas de matchs amicaux à se mettre sous la dent. Les gens n'ont pas de confrontation contre les Européens régulièrement, ou alors c'est des confrontations amicales via le tournoi Mohamed Khamis, où on se demande si les Européens qui viennent ne sont pas un peu en vacances. On ne sait pas ce que ça vaut. Et là, contre l'Allemagne, tu as perdu ce que tu sais, parce que tu le sens, ce que les joueurs racontent, parce que j'en ai parlé j'ai parlé à Rendi, j'ai parlé à Marlofi, j'ai parlé à Zez au téléphone. Ils te disent, on a obtenu le respect des Allemands. Et à la fin du match, ils nous regardaient en se disant, vous nous avez obligés à jouer sérieusement. Voilà ce qu'on a gagné. Oui, alors il faut que les Allemands imaginent faire une défaite extraordinaire. Il ne faut pas en faire une victoire. Non, c'est pas une victoire, c'est une défaite. Mais il faut en faire ce qu'elle est, qui est donner de la fierté aux Marocains, pousser l'Allemagne dans ses retranchements. L'Allemagne, en fait, dans cette Coupe du Monde, l'Allemagne a mis 5 buts à la Bulgarie. Elle a mis 3 buts au Pérou. Justement, j'allais poser la question. Elle a mis 3 buts à l'Angleterre, elle a mis 3 buts à l'Italie. Voilà le tournoi de la RFA. Je répète, 5 à la Bulgarie, 3 au Pérou, 3 à l'Angleterre, 3 à l'Italie. Elle nous en a mis 2. Que 2 à voilà. Alors c'est pas comme ça, bien sûr. C'est une façon d'expliquer que elle nous a probablement pris de haut. Les Marocains, les footballeurs marocains sont sortis de ce match-là. On a l'impression d'avoir fait leur boulot correctement, d'avoir fait une première sortie. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment ce moment-là où le Maroc a un coup de foudre pour la Coupe du Monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Maroc estime qu'il doit être dans toutes les Coupes du Monde. Le Maroc, pour lui, doit être en Coupe du Monde. Et l'élimination des éliminatoires, chez nous, c'est toujours une catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce match-là qui pose un peu le goût des Marocains. La priorité, je te parlais dans un autre podcast, dans celui-là, de la priorité africaine de l'Égypte. Nous, on va avoir une priorité mondiale. Et tu vas également trouver dans cette Coupe du Monde 70 beaucoup de défauts qui vont être un peu notre signature. Le premier, c'est que l'hôtel se transforme en colonie de vacances. La fédération Jebel Mahad énormément de touristes. Voilà. Famille, copains, etc. C'est la fête, c'est la fiesta. C'est la fiesta. Alimenté par le fait, je l'ai déjà dit, que Clouseau n'était pas là. Alimenté par un deuxième point, qui est que le Pérou a eu un tremblement de terre, à Lima. Et donc, il y a une rumeur comme quoi le Pérou va faire forfait. Le Pérou n'a jamais fait forfait. D'accord. Mais ça, à l'époque, c'est le second match après l'Allemagne. C'est le second match après l'Allemagne. Ça se termine à quel score? Ça se termine avec un 3-0 sec, la pire défaite du Maroc en histoire de la Coupe du Monde. 0-0 jusqu'à la 60e, le fameux 60e minute, le mur physique, les statuts amateurs qui sort. Tu prends 3-0. Quand tu parles avec les joueurs, ils te disent voilà, c'est un manque de sérieux par rapport à une fête trop longue, des joueurs lâchés dans la nature, une fédération qui est un peu plus en train de célébrer sa fête que de coacher. Pas suffisamment de sérieux. Que de coacher une équipe, etc. Une faute professionnelle, c'est un match qui n'aurait pas dû être perdu, en tout cas pas dans ces proportions. Le troisième match, c'est contre la Bulgarie. Et là, se ressaisissent. Et là, on a un partout avec le premier point. Donc c'est le premier point. Quand même, ils ont sauvé la face. C'est le premier point sur un but, que je ne dise pas de bêtises, de monsieur Rezouani. Voilà. C'est une performance quand même, cette première participation, puis tenir tête à l'Allemagne, finir sur un nul avec un point, bon. Écoute, il y a beaucoup de choses dans cette première participation. Il y a une entrée glorieuse, il y a des Marocains qui... En fait, ce sont les premiers héros du sport marocain. Ils sont avant Ouetta, ils sont avant bien sûr le Grou, ils sont avant les héros de 86, ceux de 2022. C'est les premières écoles, effectivement. Mais ce sont les premiers héros marocains, ce sont les noms que les Marocains vont retenir. On est dans le pur amateurisme. Par exemple, Humman, l'Arhamo, est mort aux États-Unis, très aigri par le fait qu'on ne se rappelait de lui que tous les 4 ans à l'occasion du premier but marocain dans la Coupe du Monde. Voilà. Rezouani, je crois que c'est lui qui marque contre la Bulgarie. Pareil, il a dû faire appel beaucoup. C'est des gens qui ont vécu aussi la précarité d'une génération qui est venue trop tôt. Ce sont des gens qui n'ont jamais bénéficié, même en 86 d'ailleurs. En 86, il y avait un peu plus d'intérêt, ou au moins l'idée qu'il fallait leur... mais là, ce sont des purs amateurs. À part les joueurs, les phares,
Il y a très peu de choses, hein, c'est des petites enveloppes. Les enveloppes distribuées par le roi, de la main à la main, elles existent. Mais sur le long terme, en termes de reconversion, etc., c'est très faible. Oui, parce qu'une carrière de foot, bon, ça se joue jusqu'à un certain âge, après il faut affronter la vie. Il y a également, alors on peut retenir quoi de cette Coupe du Monde? Donc cette passion des Marocains. Il y a aussi un petit truc qu'on va découvrir qui va être une sorte de constant dans notre histoire, c'est qu'on va toujours être meilleur contre les gros que contre les petits. Alors attention, le Pérou, c'est pas une petite équipe. Mais c'est une constante. Quand le Marocain se trouve contre l'Allemagne, il sort un gros match. Voilà, il sort un gros match. Ça va être plus facile. Moi, en 2022, j'avais envie d'avoir des grosses équipes européennes. Parce que je sais qu'on va faire mieux contre l'Espagne, contre l'Iran. L'Iran, le Pérou, l'Arabie Saoudite, des gens qu'on a affrontés dans nos Coupes du Monde, on ne sait pas très bien quoi faire avec eux. Alors quand il s'agit d'une grande équipe, là, c'est le grand jeu. Il y a une sorte de volonté de surpasser collective, naturelle. Tout le monde est beau. Ouais. Voilà, tu vois, c'est pas... Mais bon, c'est une première participation. C'est une première participation, voilà, dont on tire cette passion, cette hymne nationale, et aussi la conviction, alors ça c'est devenu une évidence, que, alors il y avait 16 équipes, on y était, on doit être dans toutes les Coupes du Monde. La désillusion va venir, hein, c'est pas le cas, puisqu'on c'est pas spoilé, avoir... mais il y a cette idée-là qu'on doit être dans cette Coupe du Monde. C'est notre place, quoi, voilà, c'est notre place, et à ce jour. C'est quand la participation suivante à une Coupe du Monde après 1970 1986, 16 ans 1986, de traversée une petite traversée du désert, mais entre-temps, on gagne la Coupe d'Afrique, 1976. Entre-temps, on gagne la Coupe d'Afrique 1976. Donc là, c'est un peu la lancée de cette équipe nationale. Mais attention, hein, sans spoiler les prochains podcasts, cette victoire en 76 est vue comme une belle performance, mais très loin derrière une qualification à la Coupe du Monde. Très loin derrière une qualification à la Coupe du Monde. Je le dis et je le répète, le Maroc ne considérait pas l'Afrique comme une priorité. C'est toujours la Coupe du Monde. C'est toujours la Coupe du Monde. On pourra rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est une vraie volonté mondiale plus que locale, quoi. Reda, avant de nous quitter quand même, je voudrais bien savoir, mais qu'est-ce que sont devenus les joueurs de 1970 après leur performance? Bah écoute, déjà, il faut rendre hommage à leur mémoire. Certains nous ont quittés, Allah yarhamoum, à commencer par Bamos, le capitaine, qui a fait un passage, il a fait une carrière dans l'armée, évidemment, et il a été président de la Fédération marocaine de foot. C'est lui qui est président en 86, quand le Maroc passe en 8e de finale. On peut parler également de... Au Mexique encore de nouveau. Oui, au Mexique encore de nouveau. Hamid Hazzaz, le Fassi, Allah yarhamoum, un bonhomme très très attachant, qui a été éditeur, si je me rappelle bien. On peut parler de Maroufi. Après la fin de carrière de foot, il est devenu éditeur. D'accord. Maroufi, c'est un... Vraiment, Maroufi, il a une histoire presque avec Hassan II, en fait. Parce que c'est Hassan II qui le fait passer du milieu de terrain à défenseur au défenseur à milieu de terrain. Ouais, il rentrait à ce niveau de détail. Carrément. Oui, et la chose drôle, c'était un match, si je ne me trompe pas, un match contre l'Algérie, une qualification au JO ou quelque chose comme ça. Hassan II envoie Tchkila, avec lequel il veut voir l'équipe nationale jouer, et il bouge Maroufi de place. Alors, est-ce qu'il est 4, il passe 6, ou est-ce qu'il est 6, il passe 4? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, la presse, parce que c'est une victoire du Maroc le lendemain contre l'Algérie, parle de la formation de Hassan II. Donc, à cette époque-là, j'insiste sur Hassan II parce que il est un des premiers qui comprend ce qu'il va gagner avec le foot. Premièrement, la communication du pays, on a parlé de l'hymne. Deuxièmement, sa communication personnelle, parce qu'on va faire filtrer, c'est lui qui a donné des instructions, bien sûr en cas de victoire, pas en cas de défaite. Sinon ça marche pas. On a parlé de ce qu'ils sont devenus, on a parlé également de Houman, voilà, et de Vidinic. Ce sont des gens vraiment qui ont marqué et qui sont restés dans la mémoire des Marocains jusqu'à la génération 86, qui va en quelque sorte, pas les détrôner, mais compléter ce qu'ils ont fait. Qui va occuper leur place en... Et je vous invite vraiment, pour terminer, je vous invite vraiment à aller sur YouTube, regarder les images. Vous allez voir la première équipe du Maroc de 1970, vous allez voir le toucher de balle de Delis Bamos, les tacles derrière, etc., la présence de Hellel, le gardien des phares, et c'est une belle équipe, vraiment, c'est une belle équipe. Merci Reda pour ces détails, pour ces éclaircissements. Merci les amis, à la semaine prochaine. Produit avec le soutien de Sidi Eli, officiel des équipes nationales du Maroc.